Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Une découverte qui a révolutionné ma facturation, c'est la plateforme Time. Conçue spécialement pour les entrepreneurs, Time permet de gérer facturation, acompte, avoir au même endroit, au même moment. Fini les casse-têtes. Ne perdez plus une seconde. Time vous a même préparé une offre spéciale. 6 mois offerts sur le compte pro Time Business pour tous les auditeurs de Marketing Square. Rendez-vous sur le lien en description de l'épisode pour en profiter avec le code Marketing Square. En attendant, place à l'épisode et bonne écoute à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de corvée administrative, mais avec le sourire et surtout avec la bonne personne. Pour discuter avec moi de comment immatriculer son entreprise, j'accueille Grégoire Charroyer, le cofondateur de Swappen, le service qui simplifie la création d'entreprises. Grégoire, bienvenue dans le podcast. Salut à tous. Merci Caroline pour ton invitation. Je suis très sincèrement ravi de parler de création d'entreprise aujourd'hui. Moi aussi, je suis ravie et j'aurais aimé que cet épisode existe avant, parce que quand je me suis lancée, Grégoire, comme tout le monde, je suis tombée dans les pièges de lancer mon entreprise trop tôt, m'immatriculer sous le mauvais statut. Et du coup, aujourd'hui, quand on va regarder sur Papers Caroline Mignot, on voit un peu toutes les traces de tout ce que j'ai essayé de faire. Et certaines sociétés, au final, je les ai fait changer, parfois pivoter en cours de route. Et pour éviter ça, c'est vrai qu'il faut mieux savoir se lancer au bon moment, ne pas se précipiter et surtout faire les choses dans l'ordre. Donc c'est pour ça qu'on va faire cet épisode ensemble aujourd'hui pour déconstruire un petit peu les mythes qu'on peut lire en ligne parce qu'il y a beaucoup de documentation sur le sujet. Mais au final, on voulait vraiment un épisode où c'est comme si c'était votre meilleur ami qui vous conseillait et vous verrez, Grégoire, il en connaît un paquet sur le sujet. Grégoire, du coup, première question pour toi et non des moindres. À partir de quand il faut penser à immatriculer? Alors, je peux pas te donner une date précise ou un moment précis. Par contre, tu dois retenir 2 infos. Première info, tout ce que tu as fait peut se modifier ou se défaire. Rien n'est indélébile. Donc ça veut dire que tu peux commencer en micro-entreprise pour tester ton projet, potentiellement créer une SASU à partir du moment où ton projet se développe, faire rentrer des associés et passer en SAS. Bref, tu as différents statuts qui s'offrent à toi et tu peux modifier et itérer ton projet. Et Caroline, tu parles de tes aventures entrepreneuriales. On est d'accord qu'un projet entrepreneurial, c'est un projet qui fonctionne souvent par itération et on est capable de t'accompagner à chaque étape, à chaque itération de ton projet. Donc maintenant, à quel moment se lancer? Jusqu'à 6 mois avant la création de ta société, tu peux déduire tes dépenses professionnelles. Si tu souhaites te former, commencer à réserver ton nom de domaine, commencer à réfléchir à ta stratégie marketing ou à acheter du matériel, tu vas pouvoir le faire, bien évidemment en demandant une facture au nom de ta future société, ça c'est important pour récupérer la TVA, mais concrètement, tu vas pouvoir commencer à engager des frais avant l'immatriculation de ton entreprise. Et une fois que ta boîte sera créée, tu pourras te rembourser ces frais. Donc c'est pas de l'argent que tu payes de ta poche. Ça, c'est important de bien le comprendre. De ce que tu nous dis, il faut quand même avoir déjà le même nom. Qu'est-ce qui se passe si le nom de la société il change, par exemple, entre-temps? Concrètement, en cas de contrôle, si ton nom a évolué, c'est normal, ça fait partie de toute aventure entrepreneuriale. Tu peux définir un premier nom et ensuite te dire c'est pas forcément adapté à ma cible et changer de nom. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même bien d'avoir une facture au nom d'une entreprise en cours de constitution. C'est un point important en cas de contrôle fiscal. L'autre sujet, c'est si tu décides de changer de nom au cours de la vie de ta société, c'est tout à fait possible. Il faut simplement modifier tes statuts et ton cabis. Ça, c'est une modification juridique très, très simple à faire. Donc maintenant, à quel moment créer? Moi, je pense qu'à partir du moment où tu commences à négocier des contrats avec des fournisseurs, avec des clients potentiels, c'est important d'avoir une existence légale. Concrètement, pour dédramatiser ce qu'est un statut juridique, c'est, quel que soit le statut, donc une micro-entreprise, une URL ou une SASU, c'est une existence légale, c'est te renseigner auprès de l'État comme exerçant une activité pro, un projet entrepreneurial, et en retour avoir un numéro d'identification, un numéro de SIRET, tout simplement. C'est vrai que ce qui fait peur avec cette histoire d'immatriculation, c'est qu'à partir du moment où on devient une vraie société, en fait, on commence à engager des frais. Et parfois même avant d'en avoir gagné. Et c'est ça qui terrorise souvent les entrepreneurs, c'est qu'ils se disent, en fait, j'ai pas encore signé mes premiers clients et tout d'un coup, je me retrouve avec 1500 € pour la création de ma société, des gens qui me donnent des informations parfois contraires, des experts comptables qui me disent, attends, il faut solliciter le conseil d'un avocat, il faut que tu en parles à maître X pour
200 € la demi-heure. Et en fait, souvent, on est un petit peu perdu. Comment est-ce que vous, chez Swap'n, justement, vous aiguillez les personnes sur le choix de leur statut? Alors, tu parles de frais à la création. Déjà, on va distinguer 2 types de statuts. Le premier statut, c'est la micro-entreprise. C'est un statut qui est parfait quand tu veux tester ton projet. Tu veux commencer à démarcher des premiers clients à moindre coût. En micro-entreprise, tu n'as absolument aucun frais de gestion. Hormis une taxe foncière à payer chaque année, la cotisation foncière des entreprises. Tu es exonéré en première année, donc tu la payes dès l'année suivante. Mais globalement, le niveau de frais en micro-entreprise, que ce soit en création ou en gestion, est relativement limité. Alors maintenant, si tu veux créer une société, évidemment, il y aura des frais à la création. Néanmoins, je pense qu'il faut tout de suite casser ce mythe d'une création d'entreprise qui coûte une blinde. Quand tu crées ta société, que ça soit une EURL ou une SASU, ou avec plusieurs associés, donc là on va parler de SARL ou de SAS, tu vas avoir des frais légaux à payer. Alors depuis quelques années, ces frais ont baissé d'une part et ont été réglementés. Donc selon le statut, il faut compter entre 250 € et 300 € de frais administratifs légaux. On parle de frais de greffe et de frais d'annonce légale. Donc ça va correspondre aux dépenses inévitables quand tu veux te lancer. À ceci s'ajoutent des frais administratifs si tu délègues ta création d'entreprise. Parce que soit tu le fais seul, avec le risque d'être mal conseillé, de mal t'y prendre et d'être incapable de t'immatriculer convenablement, soit tu délègues la gestion administrative de ta création. Et nous, c'est ce qu'on fait au quotidien. Et alors maintenant, quelle fourchette de prix pour déléguer sa créa? Je dirais que la fourchette se situe entre 0 € et 1 000 €. Okay, c'est une fourchette très large. Pourquoi 0 € et 1 000 €? Parce que concrètement, nous, ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on va être capable d'accompagner des créateurs gratuitement dans toute leur démarche d'immatriculation et de les accompagner jusqu'au CABIS. Si tu crées seul, que ce soit une URL ou une SASU, chez Swap'n, ta création ne te coûte rien. Si tu crées avec plusieurs associés, on va te facturer 99 € un accompagnement administratif qui va être qualitatif et digital. Ça, c'est important. C'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur. On a industrialisé certaines parties de la création d'entreprise qui peuvent facilement être automatisées. Par contre, on applique du conseil là où c'est nécessaire, évidemment, notamment dans le choix de la forme juridique et le choix des options fiscales. Maintenant, si tu souhaites déléguer auprès d'un expert comptable, auprès d'un avocat, auprès d'un service en ligne, voilà, faut compter entre 250 € et 1 000 € de frais de création. Voilà. Ça peut vite chiffrer et c'est vite des montants qui ne sont pas investis dans d'autres éléments stratégiques, à savoir le marketing et le développement de ta marque. C'est clair, surtout au moment où ton entreprise est dans un moment crucial et très vital, donc chaque centime compte. J'en profite pour te dire, te faire un petit retour, Grégoire. C'est pas du tout une publicité, mais je suis passée par ton service pour l'agence personnelle, ma société, qu'on a immatriculée par hasard via Swap'n, et c'est aussi pour ça évidemment que j'ai souhaité te recevoir dans cet épisode. C'est parce que je suis très satisfaite du service, et comme je suis phobique administrative, je ne vois pratiquement passer aucune facture, donc je n'avais pas vu que tu avais des tarifs aussi bas, et je suis estomaquée par du coup la qualité du service que j'ai reçu par rapport à ce que tu m'annonces que ça a coûté. Pour te donner un ordre d'idée, moi normalement avec mon expert comptable, déposer une société, c'est ce que j'ai fait sur les autres, ça me coûtait 1 500 €. En étant bien sûr bien conseillé, et il est super, mais voilà, moi j'ai été hyper contente. J'étais avec Gabriel que tu as recruté chez Swap'n. Franchement, bravo déjà. On te recevra aussi pour un épisode sur le recrutement parce que c'est une pépite, et c'est difficile de recruter quand on est entrepreneur. Et on est hyper content de la qualité du service qu'on a eu, de son accompagnement. Et du coup, je pense qu'on peut transitionner sur justement les statuts de société, même si tu nous as un peu spoilé. Il y a des cas de figure un peu emblématiques selon si on veut créer une société seule ou à plusieurs. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur, en fait, tu nous pousses pas à immatriculer très tôt. Tu vois, moi, quand j'ai lancé mes premières boîtes, on m'a dit oui, il faut tout de suite créer une structure. Et en fait, je me suis plantée. Ça m'a endettée au démarrage. Et du coup, là, tu nous as dit, voilà, vous testez avec une micro-entreprise qui coûte très, très peu de frais au démarrage. Vous faites un peu votre POC, Proof of Concept, comme on dit dans l'entrepreneuriat là-dessus. Et quand vous commencez vraiment à générer un premier palier de revenus, moi, j'aime bien dire 10 000 € de MRR. Parce qu'en fait, le fait d'avoir du revenu récurrent, ça vous donne une certaine garantie sur la croissance de votre revenu. Parce que si vous faites rentrer un gros contrat à 10K, peut-être que le mois d'après, vous êtes à 0. Donc voilà, dans tous les cas, il faut immatriculer votre entreprise. Mais à partir du moment où vous avez une vraie traction et où vous faites du premier revenu vraiment récurrent, ça vaut le coup de basculer sur un autre statut d'entreprise, ou en tout cas de tout de suite enclencher les démarches. Sur la partie, Grégoire, entreprendre seul ou à plusieurs, c'est quoi les types de sociétés que tu recommandes? Alors, je vais te simplifier au maximum le choix de la forme juridique. Donc, 2 cas,
J'entreprends seul, par exemple, je suis consultant freelance, j'ai négocié une rupture conventionnelle et j'ai envie de vendre ma propre expertise en tant que freelance. Donc là, concrètement, je vais avoir 3 options. La micro-entreprise, le URL et la SASU. Laisse-moi te détailler chacune des options. Elles peuvent s'adapter selon la nature de ton projet, ta situation personnelle, et ces 3 statuts peuvent facilement évoluer. Je commence par la micro-entreprise, tu vas voir, c'est extrêmement simple. C'est un statut où tout est basé sur le chiffre d'affaires. Concrètement, tu dois simplement déclarer ton chiffre d'affaires encaissé et l'État va directement te calculer ton impôt et tes charges sociales sur ton chiffre d'affaires encaissé. Je ne vais pas revenir dans les taux, on peut facilement les trouver sur Internet. L'objectif, c'est de comprendre la philosophie de ce statut. C'est le statut parfait pour démarrer quand il y a de l'incertitude. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu dois simplement déclarer ton chiffre d'affaires. Tu n'as aucun frais de création, aucun frais de gestion. Si pour X, Y raison, tu veux mettre fin à ton projet entrepreneurial, tu n'as aucun frais à la fermeture. C'est le statut à conseiller quand il y a de l'incertitude. Mais c'est pas la réponse à tout projet entrepreneurial. Il faut vraiment comprendre que la micro-entreprise n'est pas une étape obligée. On peut très bien commencer par une EURL ou une SASU correspondant à des sociétés cette fois-ci. Cette fois-ci, on crée une personne morale qui est distincte de toi, personne physique, dirigeant de l'entreprise, et tu vas développer ta société. Et là, on est face à 2 régimes totalement différents. Le URL, c'est bien quand tu veux te payer, quand tu veux percevoir un salaire de ta société. Pourquoi ? Parce que le niveau de charge sociale est relativement faible. Tu es travailleur non salarié, tu payes 45% de charge sociale, on pourrait se dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Par rapport à un salarié ou par rapport à d'autres statuts, ce n'est pas beaucoup. Et donc, tu vas pouvoir percevoir une rémunération tous les mois de ta structure en minimisant l'impact social de cette rémunération. J'entends déjà des auditeurs me dire 45% c'est plus que 22% de charge sociale en micro. Attention, en micro-entreprise, les charges sociales sont calculées sur le chiffre d'affaires. En EURL, c'est calculé sur la rémunération, les virements de ton compte pro vers ton compte perso. Cette nuance est importante. Quand tu crées une société, tu vas développer ton chiffre d'affaires. Qui encaisse le chiffre d'affaires ? Ta société. Tu vas déduire l'intégralité de tes frais pro, de tes dépenses professionnelles, et tu vas te verser un salaire. Et donc l'assiette de calcul des charges sociales est beaucoup plus faible en société. Moi, le URL, je la conseille quand on n'est pas demandeur d'emploi, donc on n'a aucun revenu annexe et qu'on veut maximiser son salaire net perçu instantané. Il n'y a pas de notion de dividende. En tout cas, les dividendes ne sont pas intéressants en URL. Donc demain, Caroline, tu décides de lancer un projet et tu as besoin de 5 000 € par mois, tous les mois. Dès le 3e mois d'activité, le URL est difficilement battable. 3e statut, la SASU. Alors la SASU, c'est un statut qui te permet d'être salarié ou quasiment salarié de ta société. Tu vas avoir une fiche de paye. Ça a beaucoup de valeur pour les dirigeants, d'avoir sa propre fiche de paye. Si demain tu veux négocier un crédit ou un appart, tu as une fiche de paye. Par contre, tu es affilié au régime des salariés. Tu cotises à la retraite des salariés, à la prévoyance des salariés. Et ça coûte cher. 75% de charges sociales quand je le rapporte au montant net. Si tu veux 1 000 € dans ta poche, tu payes 750 € de charges sociales. Donc ton entreprise, elle dépense 1 750. Il faut avoir conscience qu'une SASU coûte cher en charges sociales. Mais pourquoi on crée autant de SASU alors ? Parce qu'on pourrait se dire, mais il faudrait être fou pour choisir 75% versus 45%. Parce qu'en SASU, tu peux percevoir des dividendes. Les dividendes considèrent que c'est le bonus à la fin de l'année. Tu réalises un bénéfice. Ce bénéfice, tu décides de te le verser en tant qu'associé. Et les dividendes sont assez peu taxés en SASU. Il y a un prélèvement forfaitaire de 30%. Ce qui te permet de faire un arbitrage salaire-dividende. Je résume en quelques secondes. La micro, c'est bien pour tester. C'est pas la réponse à tous les projets entrepreneuriaux. Si tu es demandeur d'emploi en micro-entreprise et que tu encaisses du chiffre d'affaires, qui l'encaisse ? C'est toi, personne physique. Et donc, Pôle emploi ne l'entendra pas de cette oreille et va réduire ton indemnité. Le URL, c'est bien pour se prendre un salaire quand on n'a pas de revenu annexe, quand on veut maximiser son cash tout de suite, sans attendre des dividendes. La SASU, c'est un super statut qui est évolutif, qui peut facilement passer en SAS, qui est très flexible, qui est parfaitement compatible avec Pôle emploi. Pourquoi ? Parce qu'en SASU, quand tu ne te prends pas de salaire, tu payes pas de charges sociales. Et donc, tu vas rien payer pendant toute ta durée d'indemnisation et tu vas pouvoir prendre des dividendes à la fin de ton indemnisation à moindre coût. Bref, en quelques mots, je t'ai expliqué quels sont les avantages et les points clés de chaque statut et tu dois retenir que rien n'est indélébile. Tu peux faire évoluer ta situation sans problème. J'adore Grégoire, c'était une vraie masterclass et pour ceux qui sont vraiment néophytes sur ces termes, et j'adore aussi quand tu dis on peut passer de SASU à SAS très rapidement. En fait, ça c'est dans le cas de figure où, et on vous le souhaite,
vous avez commencé votre projet, soit par exemple comme moi, j'ai commencé micro-entrepreneur parce que à côté de mon CDI, je voulais gagner des sous. Et ça, on peut le dire, peut-être qu'on a des slasheurs qui nous écoutent. Et du coup, si vous voulez faire des petites missions freelance aussi parce que votre employeur en CDI, il vous paye pas ce dont vous avez besoin, ou alors parce que vous êtes hyper curieux et vous avez envie de vous faire la dent sur des projets annexes, ou peut-être parce que à côté de votre job de grosse marketeur, vous voulez aussi, pourquoi pas, ouvrir votre salon de massage et vous voulez déjà voir en fait si vous pouvez faire des petits massages le week-end. Je donne l'exemple d'une de mes amies, Charlotte, à qui c'est arrivé. Donc ça, en fait, pour se lancer, c'est parfait, que vous soyez à temps plein d'ailleurs, ou à temps partiel. Et ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Le statut micro-entrepreneur, il est très sympa aussi pour cumuler avec votre job à temps plein. Comme tu l'as dit, Grégoire, et ça, j'en ai fait les frais, si vous êtes en rupture conventionnelle et que du coup, vous gagnez tout de suite des sous, en général, ce que font les entrepreneurs, et on n'est pas là pour dire il faut tromper Pôle emploi et faire des arnaques, mais en général, ce que font les entrepreneurs pour se donner les meilleures chances de lancer leur projet, et ça, moi, j'étais pas au courant, et de toute façon, ma carrière d'entrepreneur s'est dessinée vraiment par hasard, et c'est souvent comme ça, donc vous prenez pas trop la tête si vous faites pas tout bien comme il faut. Mais en gros, il faut effectivement créer plutôt une société, ne pas toucher d'argent, mettre un maximum en charge pour pouvoir en fait mettre de la trésor dans ta société et te donner les meilleures chances pour la suite pour ton projet. Qu'est-ce qui se passe, Grégoire, une fois que notre boîte elle cartonne en individuel? Imaginons, voilà, lors d'un salon, hier j'étais au salon de l'entrepreneuriat féminin, je rencontre une nana trop sympa, j'ai envie de m'associer avec elle. C'est quoi les conseils que tu donnerais à ta meilleure pote qui te dit « Ah, j'ai fait une super rencontre, je pense que ce serait vraiment bien qu'elle rejoigne la boîte ». Alors, moi, je conseillerais plutôt la SAS dans ce cas-là, et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, on occulte la micro-entreprise. Sans statut, tu ne peux pas t'associer. Ça fait partie des limites de la micro-entreprise. Tu restes seul. Ça semble logique. Hein. Et tu restes seul et tu es capé en termes de revenus aussi. Ça, c'est important. C'est moins de 70 000 euros, c'est ça par an. C'est 77 000 euros maximum. Voilà. Et 188 000 euros si tu réalises de l'achat-revente de biens. Donc concrètement, tu as une limite de chiffre d'affaires et c'est aussi un point clé. Hein. Quand on voit des freelances avec un TJM de 500 euros jour, ça fait, si tu travailles 200 jours par an, 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc quel est l'intérêt de commencer en micro quand on sait que de toute façon, on va devoir changer de statut? Et donc maintenant, tu as une amie, tu rencontres une amie avec qui tu veux lancer un projet. Donc tu dois créer une société avec plusieurs associés. T'as pas 36 solutions. Tu as la SARL et la SAS. Le reste, je te demande de l'occulter. Ça va générer du brouillard, ça n'a pas d'intérêt par rapport à ton projet. Et donc là, SARL et SAS, on est face à deux statuts opposés. En SARL, je te conseille d'être d'accord sur tout. Parce que les statuts sont extrêmement réglementés par la loi et concrètement, si tu as la majorité du capital et des droits de vote, tu as la majorité des pouvoirs. L'avantage de la SAS comparé à cette rigidité de la SARL, c'est que tu vas pouvoir rédiger des statuts qui vont répondre à tes besoins, mais tu vas pouvoir les faire évoluer, ces statuts. Et la flexibilité d'une SAS te permet de t'associer avec une amie, puis cette amie, elle te met en relation avec un investisseur qui a envie de mettre du cash dans ton projet sans forcément participer à la direction opérationnelle. Là, tu vas pouvoir réaliser ceci facilement, faire rentrer des investisseurs facilement, ouvrir ton capital, faire rentrer des fonds. Tu peux rédiger un pacte d'associés qui viendra compléter les statuts de ton entreprise et ce pacte d'associés peut définir les relations entre associés, le pouvoir de chacun. Bref, le champ des possibles est extrêmement large et mon conseil, quand tu as un projet entrepreneurial innovant qui peut engendrer des évolutions, des itérations, la SAS est difficilement battable. Je te propose juste un petit hack qui est choisi par quelques créateurs et que je trouve très intéressant. En SAS, c'est comme en SASU. Si tu veux percevoir un salaire, tu payes des charges sociales. Et les charges sociales, rappelle-toi, sont relativement élevées. J'ai eu l'occasion d'accompagner un certain nombre d'entrepreneurs qui ont choisi de créer une SAS pour porter leurs projets innovants. Et par contre, ils ont leur propre EURL, actionnaire de la SAS, et ils vont pouvoir facturer une prestation de direction de la SAS, et eux, de leur côté, une fois que l'argent est remonté dans le URL, percevoir une rémunération soumise à 45% de charges sociales. Donc là, c'est le meilleur des deux mondes. Tu as la flexibilité de la SAS qui va porter ton projet innovant, qui va te permettre d'ouvrir le capital, qui va te permettre de définir des dispositions statutaires spécifiques, et tu as ton URL à toi. C'est toi qui gères ta rémunération comme tu l'entends.
J'adore, je connaissais pas. Alors effectivement, je sais qu'il y a plein de questions de montage de société, tout ça, on peut aussi optimiser. L'idée de cet épisode, c'est vraiment, et tu l'as très bien fait, un grand merci Grégoire, de donner un petit tour d'horizon de quand on veut lancer son projet, c'est quoi les options simples pour se lancer, être dans la légalité, pour pouvoir se protéger aussi s'il arrive quelque chose, s'il y a des impayés, des choses comme ça. Donc c'est toujours pareil, la loi, ça met des contraintes, mais ça nous protège aussi. Donc important de passer par cette case-là. Bravo pour ce que vous faites chez Swappen, je trouve ça vraiment intéressant comme projet de rendre ça plus accessible, plus simple. Mais en tout cas, franchement, un grand bravo pour tous ceux qui veulent se lancer en indépendant ou qui veulent créer un SaaS, lancer leur premier projet. C'est trop bien. Caroline, tu peux découper la vie du créateur en 2 étapes. Première étape, c'est la création. Et Swappen est parfaitement capable de t'accompagner dans cette démarche de création. Deuxième étape, c'est la gestion. Et la gestion, c'est quoi? C'est un compte pro, c'est une assurance, c'est un expert comptable. Et donc, nous, notre objectif, c'est de te faire bénéficier d'un écosystème qualitatif en qui on a confiance et qui va être capable de t'accompagner dans ton projet. C'est simplement notre modèle. Création accessible et un écosystème performant. C'est trop bien. Et donc, vous avez compris au terme de cet épisode, pour vous lancer, micro-entreprise, on fait son petit POC, son Proof of Concept. Quand on commence à avoir du revenu régulier, souvenez-vous, le fameux MRR. Alors, voilà, chacun met la barre où il le souhaite. Je vous donne un exemple tout bête. Quand on a commencé l'agence personnelle, on s'était mis sur une société que j'avais déjà existante, mon studio de production The Square, que j'avais déjà lancé. Et en fait, quand on s'est rendu compte que on faisait du chiffre régulier, là, on s'est dit, OK, on dépose la société. Et c'est tout à fait légal de faire ça, c'est tout à fait normal de vous donner justement les meilleures chances de comprendre où va votre projet avant de l'ancrer dans le marbre. C'est important que tu parles aussi du pacte d'associés, Grégoire. Moi, je suis assez mauvaise élève là-dessus, j'ai jamais fait de pacte d'associés et on m'a toujours dit, Caro, attention aux galères d'associés. J'ai trop de chance, Grégoire, je sais que je suis un cas rare, mais depuis 3 ans, sur toutes les boîtes où je me suis associée, j'ai jamais eu un pépin, mais il y a pas longtemps, on m'a fait changer d'avis parce qu'on m'a dit, Caro, c'est un peu comme les mecs ivres à la fin des soirées qui disent, j'ai jamais eu un seul accident. C'est bien jusqu'au moment où en fait ça peut coûter très cher. Donc le pacte d'associés, je vous incite à toujours en faire un, surtout si c'est quelqu'un que vous connaissez peu ou vous êtes dans l'étape de lune de miel, c'est le début du projet, tout va bien. C'est un peu comme un mariage en fait. Si vous vous mariez sous le régime de la communauté des biens, ça peut être risqué pour la suite. Et même si vous aimez la personne, finalement, c'est vous donner les meilleures chances de réussite dans votre projet, aussi la meilleure façon finalement de vivre le projet, de savoir que les intérêts de chacun sont préservés. Donc c'est vraiment un win-win cette histoire de pacte d'associés. Merci Grégoire de nous avoir apporté toutes tes lumières. Et puis dis-nous vite où est-ce qu'on peut te retrouver. Alors, vous pouvez faire une demande sur le site swappen.fr. Concrètement, on a une équipe aujourd'hui de 30 personnes, une team formidable au service des créateurs d'entreprise. Et l'objectif, c'est très simple, c'est de vous conseiller et surtout de vous proposer un conseil individualisé. On casse les mythes, on évite la création de SASU à tout prix parce que vous avez un cousin qui a fait ça il y a 3 ans et qui vous a dit que c'était un super statut, ou votre grand-oncle qui vous parle d'une SARL créée en 1980. Donc notre objectif, c'est on casse les mythes, on vous explique quelle est la meilleure formule et on vous accompagne jusqu'à l'immatriculation de la société. C'est tout pour aujourd'hui. On aura peut-être le bonheur de retrouver Grégoire bientôt. J'espère que cet épisode sur la gestion d'entreprise vous a plu et vous aura donné des idées. N'hésitez pas à l'envoyer à quelqu'un qui serait dans le besoin. Et puis, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour poser toutes vos questions et assurer la suite de l'épisode. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.